tous, bienvenue dans ce nouveau cours sur la data analyse. Aujourd'hui, nous allons nous attacher à la question essentielle du recodage et de l'enrichissement des données. Il s'agit ici non plus, comme le chapitre précédent, de faire du nettoyage du données ou du rechercher-remplacer pour pouvoir adapter les données existantes, mais il s'agit principalement de rajouter des données, c'est-à-dire de construire des données à partir des données primitives que nous avons. Dans toute étude, dans toute enquête, dans toute collecte de données, nous récupérons des données dites primitives car elles nous sont arrivées en premier. Par la suite, notre étude ou notre recherche peut nous pousser à vouloir modifier ces données, les enrichir, les constituer sous d'autres formats qui sont plus adaptés à nos problématiques et à nos questions. Et nous allons voir aujourd'hui avec un simple tableur, au Google Spreadsheet en l'occurrence, quelles sont les manipulations que l'on peut faire pour pouvoir adapter ces données. Cette étape s'appelle le recodage de données et nous allons voir les questions essentielles autour du recodage de données. Bien sûr, comme d'habitude, comme l'ensemble de mes leçons, le sujet est bien plus vaste, bien plus riche. Nous allons encore une fois voir les fameux 20% qui sont utiles dans 80% des cas. Donc on va aborder tout de suite notre tableur. Vous vous rappelez que nous travaillons à partir d'un tableur qui tourne autour des crimes à Los Angeles et on s'est fait un petit échantillon sur le mois de décembre, le Noël 2018, et on a recensé les 18 500 crimes qui se sont passés à Los Angeles en Noël 2018. Nous avons donc toute une série de variables. Je rappelle, pour mémoire, nous avons une clé unique, un identifiant unique qui nous permet d'aller chercher chaque individu et de pouvoir le repérer selon un numéro. Nous avons des variables qualitatives, nous avons des variables date qui sont de la famille des quantitatives et des qualitatives. Elles peuvent être du moins recodées facilement entre les deux. Nous avons aussi quelque part des variables quantitatives comme l'âge de la victime par exemple. Alors attention, les modes opératoires ne sont pas des variables quantitatives, hein, contrairement à ce qu'on croit. D'ailleurs, cette variable est de très mauvaise qualité. Pour notre exercice, on va la supprimer. Des latitudes et des longitudes, qui sont des variables quantitatives de positionnement. Voilà, en gros, on a toute une série de variables. On va commencer tout de suite par la transformation des variables qualitatives. La première transformation est une transformation en mode binaire. Il s'agit ici de se poser la question d'une réduction d'une variable qualitative en une variable extrêmement simple, une variable binaire. Une des petites astuces que l'on peut utiliser, c'est de faire d'abord un tableau croisé dynamique. C'est-à-dire qu'on est capable d'analyser une variable longue et complexe en une variable beaucoup plus synthétique, en une vue du moins de ces données beaucoup plus synthétique. Donc je vous montre tout de suite, hein, c'est une petite aparté dans le cours, mais qui peut toujours servir pour préparer une variable qualitative et la recoder. Donc je vais faire un CTRL A ou commande A pour les Mac. Je vais faire données, tableau croisé dynamique, nouvelle feuille, hein, pour que ça soit beaucoup plus propre. On va l'appeler, on va pas l'appeler, on va le laisser comme ça pour l'instant. Voilà. Ici nous avons les lignes. Donc vous voyez ici les lignes. Hop, tout ça c'est les lignes. Et nous avons ici les colonnes. Alors, dans le cadre d'un recodage, on va faire très simple. On va ajouter la ligne que l'on veut recader, par exemple type de crime, et on va voir tous les types de crimes. Et à titre de valeur, on pourrait par exemple prendre les identifiants, et au lieu de faire une somme, on va dire compte-moi uniquement une fois chacun des identifiants différents. Comme on sait que par nature tous les identifiants sont différents, ça équivaut à une comptabilité de population. On a bien 18 204 crimes répartis. Donc vous voyez, ça c'est un tableau qui nous permet tout de suite de voir les éléments. Et admettons qu'on veuille faire une variable binaire. Par exemple, admettons que je veuille faire une variable qui distingue les agressions des autres types de crimes. Donc on va inventer une variable agression, et je vais me dire, bah bon, agression oui, 1, arme c'était sans doute une agression, conspiration c'est pas vraiment une agression directe, divers on sait pas, enfant négligence c'est pas une agression directe, esclavage on peut considérer que c'est une agression, escroquerie, c'est pas vraiment une agression directe. Harcèlement, c'est une agression. Problème avec la justice, c'est pas vraiment une agression. Kidnapping, c'est une agression. Police, problème avec la police, c'est pas vraiment une agression.
Sexe, c'est une agression. Trouble à l'ordre public, c'est pas nécessairement une agression. Vandalisme, c'est pas une agression. Violence, c'est une agression. Violence, c'est une agression. Vol, cambriolage, c'est pas une agression. Bon, on pourra en discuter, c'est pas le but ici de discuter, c'est à titre vraiment d'exercice. Hein. On va décider que pour des raisons X ou Y, on a recodé les données en une donnée binaire qui nous permet d'avoir une analyse plus structurale et plus simple de la situation. Donc je vais revenir ici. Donc à côté de type de crime, je vais préparer ma variable binaire. Donc je vais insérer à gauche une colonne que je vais appeler agression. Et là donc on va utiliser une fonction qui est très simple, qui est la fonction if. Et la fonction if, elle peut commencer très simplement comme ça. Alors moi je l'ai préparée, hein. Comme ça va aller plus vite, mais je vais vous la décoder. On commence toujours une fonction par un égal. On prévient comme ça le tableur qu'avec égal, on va faire une fonction, et non pas une simple entrée. La fonction ici, elle est toujours représentée par des parenthèses, qui comprend les paramètres de la fonction. Qu'est-ce qu'on va rentrer dans la fonction? Et donc la fonction ici, c'est la fonction if, si. C'est la fonction de base de la programmation. Hein. Toute programmation logique se fonde entièrement sur la notion de si. Si et alors. S'il se passe ça, alors ça. Et ici, on va lui dire, la première cellule, si elle est égale à agression, alors tu mets un 1, sinon tu mets un 0. Vous voyez, ici, on a une variable binaire. Donc si B10 est égal à agression, alors tu remplaces la nouvelle variable, celle où il y a le égal, par 1 ou 0. Je tape entrée, il calcule, et en effet, le vol et le cambriolage, il considère que c'est 0. Je tire ensuite, avec la petite boule, le petit carré là, je tire mon équation tout le long, et vous voyez, 0, 0, 0, 0, 0, hop, enfant négligence 1, là il y a un problème. Ils devraient être tous à 0. Et pourquoi enfant négligence ici 1 est égal à 1? Ah, oui en effet, j'ai fait une bêtise quand j'ai démarré parce que j'ai copié-collé. Je suis bête, du coup le décalage n'a rien à voir. Voilà. Donc en effet, ici, je démarre à 2. Je suis très très bête. Et donc, je tire, et tout ça, c'est du 0, 0, 0, 0. B17, est-ce que c'est agression tout ça? Non. Par contre, elle, c'est bien une agression. Et donc, il a reconnu 1. Là, c'est bien des agressions. Et il a bien reconnu 1. Donc, c'est assez simple. On a reconnu agression. Et à chaque fois qu'il y avait une agression, on avait une variable binaire. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que agression. On l'a vu tout à l'heure dans notre tableau. On voudrait aussi recoder les autres. Donc, il y a agression, il y a arme. Ici, agression. Ici, arme. On m'a dit de recoder esclavage. On m'a dit de recoder harcèlement. Kidnapping, sexe, violence conjugale, violence sexuelle. Bon, on va pas tous les faire, mais je vais vous montrer quand même, la logique est toujours la même. Donc on va rajouter armes et esclavage. Donc, pour pas faire d'erreur, je fais un copier, parce que la moindre erreur, évidemment. Et là, on va rajouter une autre fonction qui dit ou. Soit B, alors je vais aller dans la première, hein, parce que là, je vais trop vite. Hop. Soit B2, alors la fonction rentre dans l'autre fonction, hein, soit B2 égale agression, point virgule, soit B2 égale, alors c'est un peu lourd parce qu'il faut à chaque fois remettre la condition, hein, soit B2 égale arme, soit B2 égale, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ben, on va aller voir, c'est pas grave, on va aller voir tout de suite ça. De l'intérêt d'avoir son tableau croisé dynamique, hein, c'est parce que ça nous permet de... Esclavage, hein, on a ici esclavage, donc soit B2 égale esclavage, vous voyez un petit truc très pratique, hein, c'est qu'il vous maintient la cellule, même si vous avez changé de fenêtre, ça vous permet justement de lire. On va continuer comme ça, donc maintenant qu'on y est, esclavage, du coup moi je vois pas très bien la cellule, je sais plus ce qu'on avait dit, voilà, bon c'est pas très pratique en fait, voilà, bon on va s'arrêter déjà là. Il suffit ensuite de taper entrée, donc il calcule 0,
Donc là, normalement, on devrait avoir un peu plus. Il a reconnu les agressions. Bah, pas de bol pour moi, il n'y a pas d'armes, il n'y a pas d'esclavage. On va continuer. Alors, on avait ici esclavage, harcèlement, on avait kidnapping. B2 égale harcèlement. Alors faire toujours très attention, en français on a beaucoup d'accents, donc parfois les bases de données ont été normalisées d'une façon américaine, parce qu'on a voulu éviter, donc c'est vraiment... Moi je préfère franchement qu'on fasse... Vous voyez, regardez le harcèlement ici, il a été recodé sans accent, enfin il a été enregistré sans accent, donc... bah, vous mettez un accent, c'est pas le même mot pour informatiquement, donc là ça pose vraiment des gros problèmes, etc., etc. Je vais continuer ici. Kidnapping, tac. Alors peut-être que la meilleure astuce, c'est exactement ce que j'ai fait juste à côté, ici, c'est qu'en fait vous prépariez un fichier texte et que vous faites votre formule sur le côté tranquillement. Et vous pouvez comme ça passer de l'un à l'autre très facilement. Et en fait, vous voyez là, je l'avais fait. Je reviens sur la première ligne. Il faut évidemment commencer à B2. Hein. Hop, toc, toc. Surtout faites attention, hein, on commence à B2 et non pas à B10. Là, vous voyez, il l'a mis en mauve parce qu'il ne comprend pas pourquoi vous faites des comparaisons entre B10 et B2. Ça lui paraît assez absurde. Donc il vous prévient que quelque chose a l'air assez bizarre. Jouez bien sur les couleurs. Les couleurs vous aident. Et là, vous allez voir qu'on va avoir un truc un peu plus complet. Et vous tirez jusque là-bas. Et là, en effet, violence sexuelle, etc., etc. Et voilà comment vous avez transformé. Hop. Et voilà comment vous avez transformé une variable qualitative en variable binaire. Et vous auriez pu très bien ajouter, supprimer, etc. Donc là, il y avait une première fonction qu'on a vue, c'est la if, hein, c'est la fonction de base. Et à l'intérieur, comme vous aviez plusieurs conditions, et que c'était soit l'un, soit l'une, soit l'autre, et ben vous avez utilisé un OR. Ce n'est pas des conditions cumulatives, hein, c'est l'un ou l'autre. Donc vous avez utilisé. Et ensuite, vous avez mis les résultats. Si la condition est respectée, voilà le premier résultat, sinon la condition, voilà le second résultat. Voilà. Sur la même logique, nous allons passer, évidemment, à d'autres formes de recodage de qualité. Ici, par exemple, on voit qu'on n'est pas obligé de mettre un 0 et 1 au niveau binaire, hein, on peut préserver les qualités, et au lieu de mettre un 0 et 1, mettre un terme. On décide, par exemple, je remplace encore une fois les deux, et on décide que tous ces termes-là vont être remplacés par seulement deux termes. Voilà. Voilà les cambriolages. Bon, c'est exactement la même chose, sauf que visuellement, pour des raisons de construction de graphiques, par exemple, hein, vous pourriez vouloir faire des graphiques beaucoup plus parlants, et que 0 et 1 sur un graphique, c'est pas très parlant. Et donc vous pouvez vous retrouver avec... c'est une variable binaire, hein, bien sûr, elle a que deux situations possibles. Et vous la voyez ici, à droite, en haut à droite. Par contre, le recodage, lui, se fait en variable qualitative et pas en variable quantitative discrète. Ça, c'est un élément. Sur la même logique, évidemment, on peut vouloir recoder des variables qualitatives en variables qualitatives bien souvent plus simples, qui peut le plus, peut le moins, et l'inverse est un peu plus difficile. Vous l'aurez compris. Donc je peux vouloir transformer un ensemble de variables
en variables plus simples. Prenons un exemple toujours avec mon tableau croisé dynamique. Ici, en l'occurrence, je veux distinguer on peut dire, l'objet de l'agression. Quel est l'objet de l'agression? Et on peut dire que dans ma nomenclature, alors c'est toujours un exercice, hein, on peut dire que dans mon nomenclature, on distingue les agressions aux personnes des agressions aux biens, des agressions diverses. Donc on va dire que ça c'est une agression à la personne, ça c'est une agression à la personne, ça c'est une agression divers, ça c'est une agression divers, hein, par nature, ça c'est une agression à la personne, non, au bien, agression au bien, personne, divers, chez les institutions, on va mettre ça dans divers, personne, c'est une personne qui est visée, divers, personne, divers, bien, personne, et bien. Vous voyez là, c'est plus une variable qualitative, on a 3 réponses. On veut simplifier en fait la grille d'analyse, parce qu'on la trouve trop complexe, ça arrive quand on n'a pas assez d'individus dans notre étude et que notre variable a une trop grande étendue de ses modalités. On veut pouvoir avoir une analyse plus simple pour rassembler un peu les personnes. Bah regardez, on va transformer agression, arme, etc. Alors là, c'est une autre fonction beaucoup plus simple. On aurait pu faire un if emboîté, mais ça devient très très compliqué les if emboîtés à ce niveau-là, surtout quand il y a beaucoup de modalités. Donc il y a un if qui a une certaine nature pour les recodages qualitatifs, c'est le switch. Donc ici, on va... Alors je vais agrandir ça un peu, parce qu'on ne voit pas très bien. Hop, le switch, on prend la variable B2, et là regardez, on suppose un égal, parce qu'il n'est pas écrit le égal, on prend la variable B2, on dit si elle est égale à agression, alors on remplace par personne, si elle est égale à arme, on remplace par personne, si elle est égale à enfant négligence, on remplace par personne, et on continue comme ça à l'infini. C'est-à-dire que le premier terme est remplacé par le deuxième, le troisième terme par le quatrième. Retenez que les termes impairs sont ceux qui vont être remplacés, les termes pairs, c'est ceux qui seront remplacés. Ce par quoi on va remplacer. Donc le premier terme est remplacé par le deuxième, le troisième par le quatrième, le cinquième par le sixième dans la cellule B2. Et on testera la présence du terme dans la cellule B2. Donc je vais taper Entrée. Ouais. En l'occurrence ici, il n'y a aucune correspondance, donc il ne peut pas faire le test puisqu'il n'a aucune réponse possible. Alors quand il n'a aucune réponse possible, on peut rajouter un dernier terme, et s'il n'a pas d'équivalence, il équivaut à tous les autres. Donc je vais mettre un dernier terme qui va s'appeler inconnu. Si je ne lui mets pas d'équivalence, on suppose que c'est tout ce qui n'est pas prévu. Et voilà, il m'a mis inconnu parce qu'il a testé tous ceux qui étaient avant, et n'ayant pas trouvé ceux qui étaient avant, eh ben, il a mis inconnu. Vous voyez, quand il ne sait pas, il met inconnu. Par contre, quand il sait, il le remplace par personne ou par bien. Et donc, on peut là, en l'occurrence, avoir n'importe quelle nomenclature. Moi, j'utilise le tableau croisé dynamique. Si j'utilise Google Spreadsheet pour recoder, pour essayer de suivre et de garder un peu le fil conducteur de mon histoire. Bon, là, je ne l'ai pas fait jusqu'au bout, hein, parce que vous avez compris la logique. On va pas perdre du temps non plus à faire un code complet. Et donc là, on est véritablement ici, regardez à droite, de quali vers quali, et non pas de quali vers binaire, c'est-à-dire c'est une variable qualitative qui va être transformée en variable qualitative, mais avec beaucoup moins de modalités, ce qui permet d'avoir beaucoup plus d'individus dans chacune des modalités et mieux étudier la variabilité entre ces individus. Voilà. Grosso modo, ça c'est un peu tout pour les variables qualitatives. On reverra tout à l'heure aussi les variables qualitatives vers le quanti.
On va s'intéresser maintenant aux variables quantitatives. Alors les variables quantitatives, ici dans mon tableau, j'en ai qu'une seule, c'est l'âge de la victime. Et donc, on va commencer comme d'habitude par la transformation. Regardez à droite, par la transformation d'une variable quanti en une variable binaire. Et bien pour ça, il faut une condition mathématique. Donc ici, par exemple, dans ce cas-là, je voudrais savoir si la victime était mineure ou elle était majeure. Donc je vais créer une nouvelle variable qui va s'appeler mineur, parce que c'est ça en fait le cœur de la question. Est-ce que la victime était mineure? Et vous voyez, je vais la remplacer par une modalité binaire, mineur ou majeur. Binaire, il y en a deux. Et je vais demander est-ce que la cellule est inférieure ou égale, donc on va dire strictement inférieur, parce que s'il est mineur, égal à 18 ans, il est devenu majeur. Et donc il me remplace par mineur, et tous les 2 ans, il va me le remplacer par mineur jusqu'à ce que j'atteigne 18. Vous voyez, les agressions des mineurs sont quand même relativement nombreuses. Relativement, parce qu'il y a 18 000 crimes, donc en fait pas si nombreuses que ça. Je dis des bêtises. Voilà. Donc voilà, vous voyez bien qu'arrivé à mineur, arrivé à 18 ans, ici, on a basculé sur la variable majeure. Donc il a calculé automatiquement, et il a transformé donc une variable quantitative en une variable binaire. J'aurais pu mettre un 0 ou un 1. Les puristes auraient fait ça, ils auraient mis un 0 ou un 1, ils auraient demandé quelle est votre question, c'est est-ce qu'ils sont mineurs, et donc ce serait un 1 pour mineur et 0 pour majeur. Tout dépend de la question, bien sûr. Un cas particulier, on peut, à un moment, et là on va découvrir les if emboîtés, ça c'est très important, on peut à un moment faire un cas particulier, parce que vous voyez, le switch ne marcherait pas si j'ai plus de 2 cas, parce qu'en fait le switch ne fait pas de calcul, le switch du moins dans Google ne fait pas de calcul de conditions, donc quantitative, donc je dois faire là des if emboîtés. Alors accrochez-vous, c'est un peu compliqué. Je vais vouloir retaper à partir de 0. On va revenir à la première. En fait, il arrive des cas où je n'ai pas l'âge. Je ne sais pas l'âge. Donc j'ai soit mineur, soit majeur, soit rien du tout, soit inconnu. Et quand la cellule est vide, c'est que c'est inconnu. Donc je me retrouve avec 3 situations en fait, et non pas 2. Donc ça va être un peu compliqué. On va reprendre à 0. Et on va prendre en général la situation la plus rare. Quand c'est vide, tu remplaces par vide. Par contre, si c'est pas vide, tu remplaces par quoi? Ça dépend. Est-ce qu'il est mineur ou est-ce qu'il est majeur? Donc tu remplaces par une autre condition. Est-ce que H2 est inférieur à 18? Et là, dans le cas où c'est pas vide, puisque nous sommes à l'intérieur de la cellule où c'est pas vide, là, tu remplaces par mineur, ou sinon majeur. Évidemment, vous voyez, quand je me mets sur la dernière parenthèse, il me montre à quoi elle correspond. Donc je vois que celle-là ferme celle-là et celle-là ferment, donc je me mets dessus. Donc il faut que je ferme l'autre, et voilà. Donc c'est un système de poupée russe. Je pars du plus large au plus fin. Donc si H2 est vide, c'est très simple, tu mets cette réponse-là. Sinon, c'est pas si simple que ça, j'ai pas de réponse pour la deuxième partie. J'ai une nouvelle condition qui dit mineur ou majeur. Et donc ça marchera parfaitement. Vous voyez, là, il a reconnu mineur. Si je continue, il va mettre mineur partout. Et quand il va retrouver une cellule vide, alors elles sont tout en bas, les cellules vides, donc on va pas aller tout en bas. Et il mettra du vide. Parce que je lui ai dit de mettre du vide. J'aurais pu très bien, si je ne supporte pas le vide, pour plein de raisons, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a plein de raisons pour lesquelles parfois vos réponses ne peuvent pas être vides, vous auriez mis inconnu, par exemple. Donc si c'est vide, tu remplaces par inconnu, sinon tu mets mineur et majeur. Voilà. Ça aurait très bien marché.
en l'occurrence. Donc là, on a appris à faire du quanti en binaire. Maintenant, on va passer aux variables quanti. On peut en effet transformer une variable quanti en variable qualitative. La plupart du temps, on constitue ce qu'on appelle des classes de chiffres. C'est-à-dire que les nombres, un certain ensemble de nombres sont rassemblés en une qualité. C'est ce qu'on a fait ici, par exemple. On a divisé en 2 classes, les mineurs et les majeurs, voire même en 3 classes, les inconnus, les mineurs et les majeurs. Donc on a déjà fait, en fait, le binaire, je vous le rappelle dans le cours précédent, le binaire, c'est une qualité. Et donc, en fait, en faisant du binaire, on a déjà fait du qualitatif, sauf que là, évidemment, ça va devenir beaucoup plus compliqué. Là, je vous ai préparé une formule complète. On peut très bien faire des emboîtements, d'emboîtements, 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 d'emboîtements. Alors, c'est très délicat à faire, mais on finit par y arriver. On finit par maîtriser un peu cette formule. Donc, on commence un premier if. La première réponse, la plus minoritaire en général, et sa correspondance. Sinon, eh ben, un autre if, la deuxième réponse et sa correspondance. Vous voyez, H10 moins inférieur à 18, j'enlève le égal, inférieur à 18 égale mineur. Sinon, eh ben, regardez, H2 supérieur à 18 et H2 inférieur à 40. Et donc là, j'ai introduit le AND dans un if, qui est lui-même imbriqué dans un if, qui est lui-même imbriqué dans un if. Le AND, H2 supérieur à 18, H2 inférieur à 40, jeune adulte. Sinon, if H2 supérieur ou égal à 40, H2 inférieur ou égal à 65, adulte. Sinon, H2 supérieur à 65 égale senior. Et là, je me retrouve à devoir fermer toutes les parenthèses, parce que vous voyez bien que j'en ai ouvert plein, puisque j'ai emboîté. Et donc, eh ben, avec ma souris, avec ma flèche, pardon, je regarde, regardez, on voit quelle parenthèse est grisée en haut, là. Et puis encore celle-là, elle est grisée, et puis encore celle-là, elle est grisée, et puis j'ai fini avec la dernière. Voilà. De toute façon, si ça marche pas, ça fera un bug, donc tant que je n'ai pas de réponse, c'est que ça marche pas. Et donc là, j'ai la formule complète. Donc je vais la mettre ici, je recolle, je tape entrée, et il me met mineur, évidemment. Par contre, quand je vais arriver à 18, il devrait me mettre, regardez bien la formule, il devrait me mettre, jeune adulte. Voilà. Tac, raté. Ah, ça c'est intéressant. Petit bug. Ah oui, c'est parce que j'ai mis inférieur ou égal. Ah, ça c'est pas bien, j'ai oublié. Ah oui, c'est parce que, oui, j'ai recollé l'autre. Suis-je bête. J'ai recollé, parce que j'ai supprimé le truc. Allez, on recommence. H2. Quand on n'a pas de cerveau, il faut avoir un pouce en informatique. Hop, donc là c'est supérieur ou égal, puisque j'ai mis le strictement inférieur dans l'autre, dans le H2-18. Hop, évidemment, si c'est un peu complexe, je vous rappelle que vous pouvez mettre au ralenti la vidéo, mettre en pause, bien lire la formule. Je vous ai déjà donné déjà toutes les astuces, donc voilà. Donc ça c'est H2. Je fais gaffe au H2, il s'agit bien de cette formule ici, il s'agit bien de la cellule qui est juste à côté que j'évalue. Et quand je vais descendre, évidemment, il va s'adapter. Il va faire glisser les H, ils vont passer de H3, H4, H5, H6. En fait, la formule est intelligente et elle s'adapte. D'ailleurs, vous verrez que tout à l'heure, on aura un problème parce qu'elle s'adaptera et elle fera une erreur en s'adaptant. Et donc, je vous montrerai comment forcer l'interprétation des cellules. Voyez, là, on est passé à jeune adulte à 18 ans. Et donc là, on a transformé une variable quantitative en variable qualitative, plus grossière. En 1, 2, alors ici, le vide. Donc j'aurais dû mettre un connu ici, d'ailleurs. Ça aurait été plus sympa. Mineur, jeune adulte, adulte et senior. Et donc on peut très très bien transformer une variable quantitative en variable qualitative et donc rentrer dans d'autres formes d'analyse, d'autres outils statistiques.
Et à bien savoir que les variables qualitatives permettent de voir des variances et des variabilités plus claires que certaines variables quantitatives quand elles sont trop étendues. Et d'une quali vers une quanti, c'est très simple. Bah là, on va réutiliser le switch. Hein. Je ne sais pas, vous pourriez avoir une échelle de degrés d'importance. Je dis n'importe quoi, mais on pourrait avoir une échelle de degrés d'importance des crimes. Degré de priorité des crimes. Dans votre politique de lutte contre le crime, vous avez une échelle de degrés. Alors, ben, on va aller en switch. On va faire un petit switch, ici. Il y avait déjà un switch là. Bon, au lieu de remplacer une variable qualitative par une variable quantitative, vous remplacez par un nombre. Donc peut-être que la priorité aux agressions c'est 1, les armes 2, la négligence d'enfant c'est 3, je dis n'importe quoi, bien encore une fois, hein. C'est vraiment un titre d'exemple. Hop. Et là il me dit vol cambriolage, inconnu. Bah je vais lui dire, bah quand je t'ai pas précisé, c'est 4. Donc ça c'est 4. Et vous allez avoir un remplacement par des chiffres. Ordre de priorité. Ce qui vous permet de faire basculer une variable qualitative en variable quantitative. Donc vous voyez, il n'y a aucune variable qui vous détermine, tout dépend de votre vision des choses, tout dépend de votre construction des choses. Et donc on peut passer très aisément, si vous avez une logique, d'une variable quantitative à une variable qualitative, parce que toutes se sous-entendent en fait. Je l'ai déjà précisé dans le cours précédent, toutes les variables sont en fait des variables binaires. C'est une logique binaire, la pensée est une pensée binaire. Les gens qui vous disent qu'il ne faut pas avoir de pensée binaire, ça tombe mal, toute la pensée est binaire. Donc tout peut être réduit à des variables binaires. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce débat, ça a été l'objet d'un autre cours. Et là maintenant, on va s'intéresser à quelque chose de très important qui s'appelle les dates. Et là, c'est toujours les casse-têtes. Hein. Ne vous inquiétez pas si vous galérez dans les dates. Ça a toujours été un casse-tête pour les informaticiens et les analystes, la gestion des dates. Hein. Alors, on finit par la maîtriser, mais sachez que c'est la dernière étape de votre formation, c'est de bien maîtriser les dates. Donc vous voyez, la dernière fois, on s'est retrouvé avec un problème de date où les jours étaient inversés avec les mois parce que c'était une date américaine. Il a fallu créer une formule complète qui extrait les dates et qui les recomposait. On en a parlé la dernière fois, j'y reviendrai plus tard sur les formules textuelles de manipulation du texte quand on fera le chapitre sur le text mining. Donc ici, on va se retrouver avec les dates. Pour l'instant, on va l'appeler comme ça. Une des fonctions de base est souvent d'appeler la date du jour. Hein, il y a beaucoup de calculs qui se font par rapport à aujourd'hui. Hein, des fonctions mathématiques qui disent « je voudrais faire un calcul par rapport à aujourd'hui ». Donc là, c'est très simple, on appelle la fonction now, on tape entrée, et elle est complète. Vous voyez, il y a jour, mois, année, et là, vous avez le jour où je suis en train de filmer cette vidéo, le 20 octobre 2020, à 7h38 du matin. Et non, il n'est pas 7h38 du matin, il est 9h38 chez moi. Mais apparemment, mes paramètres, les paramètres d'environnement du Google, que j'ai édicté sûrement dans mes paramètres, doivent avoir un petit décalage horaire de 7h38 du matin. Enfin, ça, il faut faire gaffe. Hein. La première fois, c'est bien de taper date, justement, pour savoir s'il n'y a pas un problème de paramètres. Il faudra ensuite aller dans les paramètres pour changer ça. Vous pourriez exiger uniquement la date parce que vous ne voulez pas l'heure. Et donc là, il y a une petite subtilité ici. On a today. Et voilà, et là, vous n'avez que la date. Alors, ça ne sert à rien de tirer parce qu'il va vous donner la date à toutes les cellules, ce qui n'a pas grand sens. Par contre, quand vous avez une date, justement, et que vous voulez en extraire une partie de cette date, alors là, c'est très simple parce que vous la voyez, mais vous pourriez justement extraire la partie de la date d'aujourd'hui. Or, vous n'avez pas la date d'aujourd'hui puisque c'est un programme informatique. Donc, on va faire d'abord les choses très simples. Je voudrais extraire la date de la cellule d'à côté. Et en fait, il n'y arrive pas parce que c'est D, et donc je vais lui dire, mais non, c'est dans E que tu dois aller chercher. Et vous voyez, il va vous extraire uniquement la date, le jour, parce que j'ai demandé la fonction day, et vous voyez qu'il extrait automatiquement le jour. Bon, ça c'est assez simple, on aurait pu juste extraire les deux premières lettres, en fait, de la date, et même si c'est des nombres, hein, mais dans la fonction qu'on aurait utilisée, c'est extraire les deux premières lettres de ce champ. Mais là, c'est plus intelligent, par exemple, si je veux uniquement le jour d'aujourd'hui. Donc là, je vais faire une fonction now, et je vais dire dans la date d'aujourd'hui, je veux uniquement le jour. Et là, il me tire le jour d'aujourd'hui.
voyez, c'est une façon dynamique. Alors si je tire, ça, il va me faire 20 fois, parce qu'aujourd'hui on est le 20. Hein. Donc c'est une façon dynamique de non seulement récupérer la date d'aujourd'hui, mais d'en extraire uniquement le jour. Et donc ça permet en effet de récupérer la journée. On aurait pu faire la même chose avec le mois, on aurait pu faire la même chose avec l'année. Vous voyez ici, on peut extraire le jour, le mois, l'année, l'heure, les minutes, les secondes, et refabriquer entièrement en fait la date. Il suffit juste ensuite de concaténer avec le fameux et. Ici, on a fait une concaténation. Hein. Regardez, il y a une petite concaténation et. Là, j'avais extrait uniquement les deux de la lettre 4 à 2. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus, sinon on va se perdre. Et donc là, vous voyez ici, on peut récupérer le jour, le mois, l'année, l'heure, la minute, la seconde. Voilà. Un truc qui est beaucoup plus utilisé, qui m'intéresse beaucoup en data analyse, c'est quel jour de la semaine c'était. Et ça, c'est vachement important. Parce que souvent, on veut savoir si c'est un lundi, un mardi, un mercredi, un jeudi. Vous savez très bien que nos vies sont rythmées en fonction des jours ouvrés et des week-ends. Et donc les comportements ne sont pas les mêmes les jours ouvrés et les week-ends. Comme les comportements sociaux sont fortement structurés par la semaine et le week-end, il est toujours intéressant de savoir qu'est-ce qui s'est passé en semaine, qu'est-ce qui s'est passé le week-end, en début de semaine, en fin de semaine. Et donc là, on a des fonctions qui s'appellent weekday, qui permet justement d'avoir ce genre de paramètres. Donc on va l'appeler là, on va aller chercher la date, E2, tac, et on va laisser le type par défaut. Vous voyez, quand il y a un crochet, ça veut dire que c'est une option. Hein. Et hop, on va mettre weekday, et là il vous dit que c'était le premier jour de la semaine. Mais quel premier jour? C'est une vraie question. Et là, il vous dit, voilà, tous ces jours-là, c'était le premier. Vous voyez, on voit bien qu'il y avait 7 jours de différence entre le 23 et le 7, donc il s'agit du premier jour du premier jour. Ça, c'est le 4e jour, ça, c'est le 3e jour. Et ça, oui, mais lequel? Et donc ça dépend en fait de l'option. Et donc, on va aller chercher l'aide de Google Spreadsheet et va nous l'expliquer. Weekday fonction. On n'a pas la science infuse, hein, il ne faut pas hésiter à les rechercher. Donc vous voyez, il vous dit que l'option 1 fait du dimanche le premier jour, l'option 2 fait du lundi le premier jour, et l'option 3 fait du lundi le jour 0, en fait. Il démarre à 0, exceptionnellement. Donc nous, si on est dans une logique de jour de la semaine, on va sûrement vouloir l'option 2, hein, on est bien d'accord. On veut que le lundi soit le premier jour de la semaine, parce qu'on réfléchit en mode semaine, etc. Et donc on va lui préciser que en fait c'est le lundi, le jour de la semaine. Ah, pardon. Alors voilà, l'aide de Google. Alors là, ça c'est une vraie galère chez Google. Je ne comprends pas comment ils peuvent laisser passer ça. Les aides sur Google, ils vous présentent des virgules. Et ça, je ne comprends pas. Si quelqu'un le sait, il n'hésite pas à me le dire. Alors que depuis un bout de temps, Google est passé au point-virgule. Et donc, si vous copiez-collez l'aide, il m'a fallu du temps pour le savoir. Hein. Eh bien, vous allez voir que on est le 30. Apparemment, c'était par défaut. Apparemment, le premier jour, c'était par défaut. Le weekday égale 1. C'était par défaut. Ok. Par défaut, c'était lundi égale 1, mardi égale 2. Ah non, non, pardon. Non, l'option, c'est 2. Alors, je coupe pas au montage les erreurs, hein, parce que ça... On apprend. Il n'y a rien de mieux que les erreurs pour apprendre. Et en effet, le dimanche, c'est bien le 7e jour, le jour du repos. Hop, et voilà. 7, 7, 3, 2, 6, 5, 2, 4, 6, 6, 3. C'est les jours de la semaine. Et donc, on va pouvoir regarder les crimes. Hein, est-ce que le dimanche, est-ce que le samedi, ou est-ce que le week-end? On pourrait même recoder 6 et 7 en week-end et tous les autres en semaine. On pourrait très bien refaire un recodage sur ce chiffre, on vient de le voir précédemment, en disant, voilà, je voudrais une variable binaire, week-end et semaine. Et on a tout ce qu'il faut là pour savoir si c'est un jour de week-end ou un jour binaire. Et on pourra faire une comparaison, en effet, des variances entre le jour de la semaine et le jour week. Alors, weeknum, ça c'est le numéro de la semaine dans l'année. Alors, il ne faut pas le confondre avec weekday. Il y a 52 semaines dans l'année, et on veut savoir quelle semaine c'était dans l'année. Ça, c'est pour la saisonnalité, hein, très très important.
Est-ce qu'on était en début, à la fin de l'année? Est-ce qu'on était plutôt pendant une période de Noël? Si on a les semaines de vacances, eh ben, on peut savoir euh, si on est en pleine vacances scolaires ou pas. Enfin, c'est vraiment très 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 utile. Et donc Wiknum, ça permet de comprendre la saisonnalité annuelle et donc de requalifier. Vous voyez, ça c'était la 53e semaine. De toute façon, là, comme c'est que le mois de décembre, vous allez voir qu'on est en 52, 53, 50, 50. Voilà, la 50e semaine. Donc on a compris qu'on était vraiment à la fin de l'année. Si on avait des statistiques sur toute une année, voire sur plusieurs années, on pourrait comparer les semaines entre elles. Et donc après, c'est évidemment très facile hein, d'avoir une liste des numéros de semaines pour les vacances scolaires, de décomposer en 4 périodes pour avoir le premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre. On peut vraiment, à partir des Wiknum, recoder l'année qualitativement en fonction de plein de choses. Et donc ça, c'est une fonction très importante pour recoder l'année. Hein, parce que ce qui va nous intéresser, c'est de savoir est-ce qu'on était pendant les vacances d'été, par exemple, et comparer avec des variables binaires, des variables qualitatives, les situations en fonction des moments de l'année. Bon, j'en rajoute pas là-dessus. Ça vous paraît, c'est une évidence, et vous avez très vite compris à quel point le recodage en semaine de l'année est un recodage qui est très utilisé, comme les recodages en jour de la semaine. D'ailleurs, les dates en soi, hein, ça a une utilité, mais qualitativement, en sciences sociales, c'est les qualités qui vont primer, et jour de la semaine et jour de la semaine, et semaine dans l'année sont deux recodages très importants pour les dates. Enfin, il y a les périodes. Vous voulez pouvoir calculer des périodes par rapport entre deux dates, et donc vous allez faire des différences, des dates de différence entre une date de début et une date de fin. Vous voyez à droite, faire une différence. Donc, justement, un truc qu'on peut faire très souvent, c'est que la date de début, ça soit bien celle que j'étudie là, E2, vous vous rappelez, point virgule, et la date de fin, c'est aujourd'hui. Et là, vous comprenez pourquoi on a besoin de la fonction NAO. Je ne précise pas d'unité pour l'instant, on verra tout à l'heure. Ah, apparemment, il faut absolument... voilà, ça change. Eh ben, on va mettre que je veux ça en jour. Donc, day en anglais. Voilà. Et là, vous voyez qu'il y a eu 660 jours entre aujourd'hui et la date du crime. 667 jours entre aujourd'hui et la date du crime. Je pourrais le demander en mois, par exemple. Hein. M. Il y a eu 21 mois depuis ce crime. Et normalement, tout est en 21 mois puisque c'est le mois de décembre. Ah, il compte de jour à jour, donc dans certaines variables, il y a plus d'un mois, donc c'est le 22e mois, puisqu'il compte de date à date. Hein. Donc vous voyez, il y a la même chose avec leur fonction day, hein, il y a même chose avec en jour ouvré, comme il y a eu de jour ouvré entre une date et une autre, et on peut même lui préciser les vacances, les jours de vacances qu'il ne faut pas compter, on peut même lui préciser quels sont les jours de la semaine, donc, et les jours de vacances. Donc là, on peut vraiment avoir des calculs précis. Hein. Vous savez que beaucoup de fois dans l'entreprise, on ne calcule qu'en jour ouvré pour essayer d'analyser la longueur, je sais pas moi, d'un envoi, de la circulation de produits, de l'efficacité des commandes, etc. On préférerait travailler en jour ouvré qu'en jour absolu, surtout s'il y a eu des vacances. Donc il est très facile à partir d'une date et d'une autre de calculer la durée. Ici, on est vraiment dans les calculs de durée. Et donc, on comprend évidemment l'efficacité de tel ou tel processus. Donc, vous avez compris, on a regardé ensemble le calcul de durée plutôt que de période. Là, c'est la manipulation de date. Là, c'est la manipulation de durée. Et donc, vous voyez qu'à partir d'une date ou un ensemble de dates, on peut vraiment sortir énormément de variables quantitatives. Et ces variables quantitatives de durée, de date, on peut aussi les transformer en variables qualitatives par la suite. Et donc, il y a toute une série de transformations qui nous permet d'analyser le comportement dans le temps
et de pouvoir faire des groupes de situations temporelles et d'analyser les variances entre ces groupes. Voilà, là on est vraiment dans une vidéo qui vous parle principalement du recodage. On va passer dans une deuxième partie de cette vidéo qui est très très importante, qui est la partie de la normalisation des données. Alors là, ça va être un petit point technique, mais qui est essentiel dans l'analyse de données. Essentiel dans l'analyse de données. L'analyse de données repose sur la comparaison. On fait constamment des comparaisons, et dans ce cadre de ces comparaisons entre groupes, on fait aussi des corrélations. Et donc très très souvent, on doit corréler des positions des individus entre des variables qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Si je dois corréler une durée avec une valeur financière, hein, combien de jours il vous a fallu pour produire les ventes en magasin que vous avez produites, hein, comparer des nombres de jours, surtout si la variance est très faible, hein, entre 1 jour et 15 jours, avec des euros qui peuvent se compter en dizaines de milliers d'euros. Vous comprenez que ces deux quantités n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Leur étendue, leur variance, enfin on ne peut pas comparer des carottes avec des éléphants. Et pourtant, on peut comparer des carottes avec des éléphants. C'est-à-dire qu'on peut comparer leur position relative dans le groupe. Donc au lieu de comparer les valeurs brutes, on va comparer leur place relative par rapport aux autres individus. Un exemple que je donne souvent, vous avez deux classes différentes avec deux profs différents, un prof qui note très très vache et un prof qui note très laxiste, très généreux. Je préfère le mot généreux au laxiste. Comment on peut comparer les notes de ces élèves entre eux? C'est impossible. Parce que peut-être que l'excellent élève dans une classe a eu 11. Moi, j'ai connu des profs de maths, quand vous étiez vraiment brillantissime, ils vous mettaient 11. Par contre, j'ai connu des profs où il était très difficile d'avoir moins de 10. L'élève le plus nul avait 11. Parce qu'il fallait l'encourager. Par contre, l'élève excellent, il n'hésitait pas à lui mettre 20. Alors que le prof vache ne mettait jamais. Comment on peut, à un moment, à la fin de l'année, comparer tous les élèves de 3e, par exemple, ou tous les élèves de terminale? C'est impossible, en fait. Ces notes ne se valent pas entre elles. Par contre, si on dit cet élève était le premier de sa classe, et cet autre élève était aussi le premier de sa classe, que ce soit un prof vache ou que ce soit un prof généreux, eh ben on a très bien compris que sur une trentaine d'élèves, celui-là était vraiment le plus fort en mathématiques et celui-là était vraiment le plus fort en mathématiques. Et donc on comprend que ces deux élèves se ressemblent beaucoup. On élimine le filtre de l'enseignant et de son regard parce que on dit dans les mêmes conditions, cet élève, dans les mêmes conditions que ses 30 camarades, il s'est avéré, au regard d'un même jugement, être le plus fort. Et l'autre élève, dans les mêmes conditions, au regard de ses camarades, il s'est avéré être le plus fort. Donc, à une épreuve donnée, à un moment donné, eh ben, ils ont réussi tous les deux à être les premiers de leur classe. Et vice-versa pour les autres. Donc vous allez comprendre par là que si on veut comparer des variables difficilement comparables entre elles, dans leur nature, eh bien, il va falloir relativiser ces valeurs au regard d'un ensemble de situations équivalentes et constantes. Et pour cela, on va utiliser le rang plutôt qu'utiliser la valeur. Ça veut dire, on va dire qui est le premier, qui est le deuxième, qui est le troisième. Et pour cela, on va utiliser la fonction rang. Dans toutes les data analyses, on préfère en général utiliser la fonction rang, qui est bien plus explicite dans beaucoup de cas. Là, il y a tout un débat là-dessus, hein. On va pas rentrer dans ce débat, mais déjà, le but de cet objectif aujourd'hui, c'est de comprendre ce que c'est qu'un rang, et comprendre que quand il faut comparer des valeurs qui n'ont pas la même nature mathématique, qui n'ont pas la même variance, qui n'ont pas été faites dans la même situation, on peut s'en sortir, ça veut dire que c'est pas obligé, hein, on peut s'en sortir en classant leur rang. Et donc on va appeler ça un rang âge. Je vais faire ça avec la valeur quantitative. Je vais prendre ça. Regardez, il y a plusieurs paramètres qui sont importants. Ben, pour savoir H2 par rapport à, il faut le dire par rapport à quoi? Eh ben, H2 par rapport à toute la colonne.
Nous, on a 18 226 crimes, vous vous rappelez. Donc, H2, donc je veux mesurer le rang de H2 au regard de toute cette population. C'est-à-dire de tous les crimes, de tous les âges, de tous les crimes. Alors vous allez voir qu'il y a une petite spécialité. Pourquoi j'ai mis des dollars? Parce qu'en fait, si je fais une formule et que je la tire, sans mettre les dollars, les chiffres vont changer dans les formules. Et en fait, il va essayer de s'adapter. Et donc, c'est pas du tout ce que je veux. Je veux que toutes les variables soient mesurées au regard de la même population. Et vous voyez ici, cette population ne doit pas bouger. Les variables que je dis, elles peuvent bouger, donc H2 peut bouger, mais la population ne doit pas bouger. Donc pour qu'elle ne bouge pas, je mets des dollars à côté des lettres, des dollars à côté des chiffres, pour dire que tout ça ne doit pas bouger, doit être fixe. Et après, il y a une option ici pour savoir comment je calcule le rang. Je ne vais pas rentrer tout de suite dans ce détail, je tape Entrée, et il va me dire que l'H2, c'est le premier rang. C'est le numéro 1. Ça veut dire qu'il sous-entend que l'âge le plus petit, c'est le numéro 1. Il a commencé par l'âge le plus petit et il a dit ça c'est le rang 1. Regardez, je vais tirer. Et dans tous les deux, il a dit ça c'est le premier âge que je rencontre. C'est vraiment le premier âge. Et puis il vous dit d'un coup que l'âge 3, c'est le 6e âge. Ah, ça c'est bizarre. On aurait aimé qu'il nous dise c'est le 2e âge qu'il rencontre. Mais non, parce qu'il compte le nombre d'individus qu'il y avait dans 2. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc c'est le 6e individu qu'il a rencontré. Et donc il vous dit je vais remplacer ça par le rang 6 pour tous. Évidemment, quand je vais arriver à l'autre rang, il va commencer à 19 parce qu'il s'agit bien du 19e individu qu'il rencontre. Et c'est là que l'option intervient. En fonction de l'option qu'on choisit, eh ben, on va choisir une façon de constituer les rangs. Si je mets 0 ici, on va recommencer. Il fait l'inverse. Il dit que ça, c'est vraiment le rang le plus haut qu'il a rencontré. Le 14 millième 659 rang. Et il descend. Et vous voyez, là, on descend. Donc, c'est l'inverse du 1. Et si on fait un 2, regardez, hop, toc, je tire. On a exactement la même situation que le 1. Apparemment, ça n'a pas changé parce qu'il a une fonction spéciale. Et si on met un 3, là, je vous dis que je rentre dans l'inconnu. Hein. Je ne sais pas ce qu'il va faire 3, je ne l'ai jamais utilisé en fait. Bon, il fait la même chose. On va regarder. Là, il faudra regarder dans la documentation, mais apparemment, il fait la même chose. Ok. Par contre, un des éléments qui peut être très souvent intéressant, que j'aime bien aussi, parce qu'on peut considérer que c'est un peu arbitraire, mais en fait, on s'en fout un petit peu, parce que c'est vraiment une façon de recoder la donnée pour la comparer à une autre. Sa valeur propre ne veut rien dire. La valeur elle-même ne veut rien dire. C'est par rapport à. Et c'est ça qui est intéressant. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'utilise. Et donc je vais utiliser une autre fonction qui s'appelle la moyenne. En fait, au lieu de calculer le premier rang, il prend tous les rangs, il regarde le nombre de fois où ce rang apparaît, 1, 2, 3, 4, 5, et il en fait une moyenne. Et il arrondit à l'entier. Donc ici, on a le rang 3 qui est la moyenne de l'âge 2. C'est-à-dire premier rang, deuxième rang, troisième rang, quatrième rang, cinquième rang. Il additionne l'ensemble, il en fait une moyenne. Et ça fait 3. Et vous voyez ici, c'est 12 au lieu de 16. Ici, c'est 26. C'est une façon d'avoir un rang qui est un peu plus équilibré. Le 26 est quelque part, justement, vous voyez, le 26 ici est quelque part entre le rang 20, en fait le rang 19, et le rang 33. Le 26 est entre ces rangs-là. Donc il a fixé la barre à ce niveau-là, à peu près. Vous voyez, qui est au milieu de la répartition. Moi, j'aime bien celui-là. En général, j'aime bien utiliser celui-là, qui me donne un chiffre à peu près, quoi.
sorte de barycentre à l'intérieur de chacune des modalités. Donc c'est une bonne méthode pour remplacer un rang. Alors évidemment, dans plein de cas, c'est pas une bonne méthode, mais on ne peut pas rentrer dans tous ces détails. Une autre façon de fixer les rangs, c'est d'établir des déciles ou des quartiles, en fait. Ce qui est intéressant souvent, c'est de savoir quelle est la valeur qui divise en 2, en 4, en 10 l'étendue. Et de se dire, ben, ce chiffre-là, il est dans le premier quart, dans le deuxième quart, dans le troisième quart. C'est une façon de recoder, encore une fois. Ça s'appelle du recodage ici, on est toujours dans le cours du recodage. Au lieu de prendre la valeur, je veux savoir est-ce qu'elle fait partie des 25 plus faibles, des 50% les plus faibles, des 75% les plus faibles ou des 25% les plus forts. Et donc 25, 25, 25, 25, ça s'appelle le quartile. Et donc là, je vais demander est-ce que cette valeur ici, quel est le quartile de cette valeur? Et donc il vous dit, attendez, il faut que je supprime un peu. Si je vais encore une fois un peu trop vite, vous ralentissez. Il me dit que cette valeur-là, si je prends l'ensemble des valeurs, le 0, c'est-à-dire le minimum, la valeur la plus faible, 0 c'est vraiment la valeur la plus faible, c'est 2. Quelle est la valeur des 25% les plus faibles? Ben, je vais prendre le premier quartile. En mémotechnique, le premier quart, le premier quart, c'est les 25% les plus faibles. Il va me dire, eh ben c'est 28. Quand j'arrive à l'âge de 28 ans, j'ai les 25% les plus jeunes victimes. Donc l'âge de 28 ans, c'est les 25% les plus jeunes. Donc je peux faire un if qui va dire toute personne qui a moins de 28 ans, c'est les plus jeunes victimes. Vous voyez, c'est une qualité. Celui qui a moins de 28 ans fait partie des plus jeunes victimes de la criminalité au mois de décembre 2018. Moins 50%, c'est la médiane, c'est la moitié, 50%. Et dit 50% des victimes ont moins de 37 ans. Si on prend les 75%, ce qu'on appelle en général la majorité des victimes, l'écrasante majorité des victimes ont moins de 50 ans. C'est intéressant, hein. L'écrasante majorité, 75% des victimes ont moins de 50 ans. Vous voyez que la criminalité explose vraiment dans la jeunesse. Les victimes sont vraiment jeunes. Si je prends 4, ça veut dire quoi? Eh ben, c'est les 100%. Donc qu'est-ce qu'on entend par le 100%? Ben, c'est le maximum, tout simplement. 4, c'est 100%. La victime la plus âgée, au mois de décembre, à 99 ans. Donc vous voyez, 0 c'est le minimum, 4 c'est le maximum, 1 c'est les 25% les plus jeunes, 52 c'est vraiment la moitié, c'est la médiane, ce qui est un chiffre, c'est un calcul qui vient compléter la moyenne, 3 c'est la très très grande majorité, les fameux 75%, et 4. Évidemment, si vous voulez une analyse plus subtile, vous pouvez utiliser les centiles, et là, ou les déciles vous iriez par 10 par 10, les centiles, vous iriez par 100, quoi. En statistique, l'INSEE va utiliser les centiles, on peut utiliser assez régulièrement les déciles, c'est-à-dire qu'on découpe vraiment en 10 rangs. 10 modalités, 10 rangs, c'est quand même pas mal, déjà. Bon, si on veut travailler rapidement, on va travailler plutôt dans les quartiles. Déciles, c'est déjà assez précis. Centiles, c'est vraiment quand vous avez d'énormes populations et que votre analyse est d'une subtilité assez importante et vous décomposez la communauté en centièmes, quoi, en 100 classes différentes. Il va falloir me trouver 100 noms pour chacune de ces classes. C'est une blague, mais c'est une façon de vous dire, bon, centile, c'est assez rare. Décile, c'est assez fréquent. C'est en général une situation assez précise. On commence à avoir une situation assez précise. C'est pour ça que, par exemple, les revenus dans le monde ou les revenus en France, on les analyse parmi les déciles. On ne peut pas analyser en quartile, c'est trop grossier. Et on va répartir les Français selon des déciles. Et là, on va comprendre les 10% les plus riches, les 30% les plus riches. C'est pas tout à fait la même chose. Les 10% les plus pauvres, c'est pas les 30% les plus pauvres en France. Donc vous voyez, c'est une façon de transformer une quantité non seulement en chiffres, mais surtout en qualité, et donc par là même de faire exploser la nature
du chiffre, c'est-à-dire sa substance, sa situation particulière, et de pouvoir comparer donc des chiffres entre eux. Hein, si je veux comparer les revenus d'un individu avec le nombre d'études qu'il a faites, une de mes méthodes, ça peut être de classer par rang et de dire voilà, les 10% les moins diplômés, qui ont fait le moins d'études, se retrouvent dans quelle situation de revenus? Est-ce qu'ils sont aussi les 10%? Est-ce qu'ils sont les 1% les plus pauvres? Est-ce qu'ils sont par contre les 50% les plus pauvres, hein? C'est-à-dire qu'il y a quand même un poids relativement faible des diplômes, parce qu'on arrive à être parmi les 50% les plus de revenus, alors qu'on est parmi les 10% les plus pauvres. Donc on peut comparer deux variables quantitatives qui n'ont pas la même nature grâce au rang. Et enfin, on a ce qu'on appelle la réduction centrée réduite. Alors là, il va falloir un peu s'accrocher, mais maintenant qu'on a compris à peu près ce qu'on veut, je voudrais mesurer une valeur au regard de sa moyenne. Comment elle se comporte au regard de la moyenne. Si je prends un groupe et que je dis que la moyenne, c'est l'individu moyen, eh ben, est-ce que l'individu que j'observe, A, B, C, D, est-ce que les individus que j'observe, est-ce qu'ils sont très très loin de l'individu moyen? Est-ce qu'ils sont exceptionnels parce qu'ils sont vraiment très loin de l'individu moyen? Ou est-ce qu'au contraire, ils sont dans la moyenne? Évidemment, il faut que j'ai cette moyenne. Donc, premier calcul qu'on peut faire, c'est de dire quel est l'écart à la moyenne. Donc, on va commencer par le plus simple, c'est quelle est la moyenne. Donc, premier calcul que je fais, ici, quelle est la moyenne de ce groupe? On va me dire, alors, la moyenne, c'est 39 ans,76. Ok, la moyenne des victimes, c'est 39 ans. Alors, ça veut dire que cette victime, c'est quoi son écart à la moyenne? Je vais faire une simple soustraction. H2, cette victime, elle a moins 37 ans par rapport à la moyenne. C'est-à-dire qu'elle est quand même très très éloignée. Vous voyez, comprenez que cette victime est quand même très très éloignée. Elle a moins 37 ans. Ok. Alors une notion un peu plus compliquée, la déviation standard, l'écart type. En anglais on dit déviation standard, standard deviation. Retenez-le parce que la plupart des formules utilisent le mot anglais, donc si vous cherchez écart type, ça va être un peu compliqué. C'est 15 ans. L'écart type, ça c'est important à comprendre, et là je vous montre tout de suite cet élément. Vous voyez que dans une variable répartie normalement, c'est-à-dire due en grande partie à des facteurs complexes, voire hasardeux, la plupart des répartitions ressemblent à cette distribution. On a une moyenne, ici au milieu, ici, mu, on a une moyenne. Alors, pensez aux notes de la classe, hein. La plupart des élèves sont autour de la moyenne de la classe, et puis il y a quelques gens qui ont des difficultés, voire de très grandes difficultés, c'est assez rare, et quelques gens qui sont très bons, voire exceptionnels, et c'est assez rare. Et donc on va essayer de calculer l'écart à la moyenne et l'écart moyen à la moyenne. Alors l'écart moyen à la moyenne, il faut s'accrocher. Vous avez vu tout à l'heure que j'ai calculé un écart à la moyenne pour un individu. Si je prends tous les écarts à la moyenne, c'est-à-dire que tous les individus, leur façon de s'écarter à la moyenne, ça me donne une somme de chiffres, l'ensemble des écarts à la moyenne. Et bien je peux faire la moyenne de cet écart à la moyenne. Je veux dire qu'en moyenne, des individus s'écartent de plus ou moins 15 ans par rapport à la moyenne. On a vu tout à l'heure que la moyenne était de 36 ans, ou 39, je ne sais plus, et que plus ou moins à la moyenne, on peut compter un écart à la moyenne. Et la distribution normale vous montre que 68%, regardez en haut, 68% des individus sont plus ou moins un écart type de la moyenne. Vous prenez la moyenne et un écart type en plus, un écart type en moins, et vous vous retrouvez avec 68% des individus. Et on vous dit même que 95% des individus sont plus ou moins deux écarts types. En fait, vous avez une définition statistique de ce qu'on appelle le normal. Le normal, c'est un écart à la moyenne. Je ne peux pas juger que quelqu'un est dans une situation anormale ou normale comme ça. Je n'ai pas de valeur brute. Il n'y a pas dans ma tête une valeur. C'est possible, hein. Il peut y avoir dans ma tête une valeur fixe. Je peux décider que cette valeur fixe, c'est la base de la normale. Je peux dire par exemple, pour la pauvreté,
que pour vivre normalement, il faut avoir 1250 €, et je décide que ce chiffre est la normale, et je calcule un écart à ce chiffre, plutôt que de faire une moyenne. Mais la plupart du temps, ne connaissant pas une situation dans l'absolu, je vais dire, je vais regarder la moyenne de ce qui arrive à cette population, et je vais comparer les gens par rapport à cette moyenne. Et donc je vais faire un calcul d'écart type, et je vais dire que quand on dépasse 2 écarts types, au-delà de 2 écarts types, on est vraiment dans une situation exceptionnelle. Et au-delà d'un écart type, on est dans des situations très rares. Donc vous voyez, au-delà de moins d'un écart type, on est dans 13%. Au-delà de plus d'un écart type, on est dans des situations très rares. Au-delà de 2, c'est exceptionnel. 2,1% de chaque côté, c'est vraiment exceptionnel. Mais alors, au-delà de 3 écarts types, ça n'existe pas. Mais si ça existe, regardez, il y a 99,7, donc il y a bien 0,3% de la population qui est au-delà de 3 écarts types. Là, c'est ce qu'on appelle les outliers, on en parlera tout à l'heure. C'est vraiment les gens à qui il arrive un truc qui ne devrait pas arriver. C'est impossible. Là, je ne sais pas, si un élève a en moyenne 0 et 1, on ne peut pas dire que c'est un mauvais élève. C'est quelqu'un à qui il arrive un gros souci, il rentre même plus dans la classification des élèves. Quelqu'un qui a 22 sur 20 ou qui a 20 sur 20 alors que 20 c'est impossible, au-delà, avec 3 écarts types on se retrouve avec 16 par exemple, quelqu'un qui a 20 lui aussi c'est un mutant, hein. Lui il a quelque chose qui fait qu'il ne rentre plus dans la population, il est trop exceptionnel par rapport à la population. Donc vous voyez, 3 écarts types c'est une façon de dire qu'au-delà, dans une situation normale, c'est pas normal. En fait c'est pas normal qu'il soit dans cette situation, que ce soit en positif ou en négatif, hein. C'est pas un jugement de valeur encore une fois. Donc on va faire cette formule complète, hein. On va dire, pour le premier, pour H2, tu calcules son écart à la normale, et tu vas voir combien de fois cet écart à la normale est un écart type. Donc tu divises par l'écart type. Est-ce que cet écart-là est une fois, 2 fois, 3 fois au-dessus de l'écart type? Et donc là, vous voyez que nous sommes à 2,39. Si je reprends ici, on est quelque part ici. Vous voyez, dans le rose là. Donc on est même plutôt ici, pardon. On est moins 2,39. On est plutôt ici. Donc vraiment, avoir 2 ans en tant que victime à Los Angeles, c'est pas normal du tout. Même à Los Angeles, qui est une ville à très haute criminalité, ce genre de victimes sont très rares. C'est pas des outliers, mais c'est vraiment très rare. Par contre, on va aller chercher le 1 écart type. À quel moment tu es une victime assez classique? Et vous voyez, là on est rentré déjà en dessous du 2 écart type, donc on est déjà ici. On est dans rare, hein, des victimes de 15 ans, c'est rare, mais c'est pas exceptionnel. Hein, c'est un phénomène assez courant, mais avec une certaine rareté. Et je vais aller chercher le 1. La victime normale, entre guillemets, la victime normale dans la criminalité de Los Angeles à 18 ans, c'est... Non, là c'est assez rare aussi, hein, les 18 ans, c'est pas la victime classique, hein, contrairement à ce qu'on aurait pu penser. C'est fréquent, hein, puisqu'on est dans la deuxième catégorie, je vais aller chercher 20. Vous voyez, on est encore au-delà d'un écart type, là, on est encore au-delà d'un écart type, donc voilà, on est encore dans cette situation, hein. On est dans les jeunes. On voit bien que c'est autour de 23, 24, 25 ans qu'on est une victime normale, entre guillemets, courante. Et vous voyez que ce chiffre, il n'a pas d'unité. C'est un chiffre relatif. C'est un chiffre qui se calcule relativement à la moyenne. Donc ce chiffre peut s'appliquer à n'importe quelle valeur. Et surtout lui, il a sa propre unité, sa propre façon d'être construit. Donc on va pouvoir comparer des chiffres au regard de leur anormalité par rapport à la moyenne. Avec le dernier concept qu'on a abordé un petit peu déjà, qui est les outliers en anglais, c'est-à-dire les hors normes, ceux qui ne sont pas dans la norme, qui ne sont pas dans la moyenne du phénomène étudié.
Alors on a plusieurs raisons d'étudier les hors-normes. Hors-normes, c'est sur le fait qu'ils modifient véritablement la structure globale de la population étudiée. Donc ils posent un vrai problème dans les calculs et dans les réflexions statistiques que l'on peut avoir dans la data analyse, que l'on peut avoir sur un phénomène, car leurs poids peuvent être tellement différents et en même temps tellement lourds sur la statistique qui déforme la plupart des tests statistiques qu'on peut faire dessus. Donc on peut être attiré par deux choses, soit de les enlever de l'étude, hein, de les supprimer et de créer une sous-population sans les hors normes pour essayer de comprendre les 99,7, si 0,3% de la population modifie structurellement l'analyse, on peut être amené à se demander est-ce que c'est bien pertinent d'étudier une population avec des cas extrêmement rares, hein, si 1% de la population ont des revenus gigantesques, et qu'à cause de ces revenus gigantesques, il faut augmenter la moyenne générale des revenus, en fait, on a une véritable déformation de notre observation. Donc il pourrait être intéressant, par exemple, de vouloir enlever les 1% les plus riches d'une population pour avoir la vraie moyenne de la population, voire la vraie médiane de la population. Une chose qui n'est jamais faite, moi j'aimerais bien avoir la médiane en France des revenus moins les 1% les plus riches, parce qu'eux, ils ne m'intéressent pas trop, quoi. C'est pas le cas de monsieur et madame tout le monde. Donc, c'est quoi la médiane une fois enlevé les 1% les plus riches? Est-ce que leur poids n'est pas suffisamment énorme et ne modifie-t-il pas trop les données? À l'inverse, on peut vouloir étudier que ces personnes. On peut se demander, dans une data analyse, l'émergence de phénomènes totalement atypiques, totalement extraordinaires, peut vous amener à vouloir isoler cette population et étudier les comportements, ce qui est arrivé à cette population pour comprendre ce qui a été hors norme. Si vous prenez les chanteurs à succès, ceux qui font vraiment un carton au box-office, on peut vouloir étudier toutes les chansons qui sont sorties cette année et se dire, bah, moi ce qui m'intéresse c'est plutôt les réussites exceptionnelles. On peut regarder les tweets par exemple, et en effet on voit bien que certains tweets font le buzz et ont un succès d'audience, de partage, de likes, de commentaires bien au-delà de la normale. Et donc on peut vouloir analyser ces tweets et donc se demander qu'est-ce que c'est qu'un tweet anormal, un tweet exceptionnel, une réussite exceptionnelle à un moment donné. Donc soit on élimine les outliers, soit au contraire, c'est eux qui nous intéressent et on veut les étudier en particulier. Donc on va étudier la façon de repérer les situations particulières. La première situation, elle est assez simple. On considère comme hors norme toute personne qui dépasse dans sa valeur 3 fois l'écart type. Vous l'avez vu, hein, l'explication est là, dans le graphique qui est juste en face de vous. 99,7% des individus sont dans 3 écarts types, plus ou moins 3 écarts types. Donc quand vous n'êtes plus dans ces 3 écarts types, vous faites partie des 0,3% de la population. Et donc c'est une façon d'établir un seuil qui nous permet de détecter 3 écarts types. Donc on va revenir ici, et vous voyez la formule va être très très simple. Alors en l'occurrence ici il n'y a pas d'hors norme, parce que vous voyez que 2 ans, c'est très très jeune hein, pour une victime de crime, mais hélas, ce n'est pas une situation anormale, ce n'est pas une situation hors norme. C'est très rare, on le voit bien, on est à plus de 2 écarts types, c'est extrêmement rare, mais on le voit ici, nous sommes ici à peu près là, dans ce petit rose, et c'est très 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 rare, on est dans les 2,1% les plus rares, mais ce n'est pas non plus du hors norme. Là, en l'occurrence ici, ce chiffre n'a pas de situation hors norme. Mais si on avait voulu se demander ce que c'est que 3 écarts types, eh ben, on multiplie l'écart type par 3, et voilà. 3 écarts types, c'est 47 ans. Donc tout ce qui aurait plus de 47 ans au-dessus de la moyenne, c'est-à-dire au-dessus de 36 ans, donc vous voyez, il y a des cas hein, hors normes. On avait dit que la moyenne c'était, alors je vais le recalculer ici juste en dessous, la moyenne elle est là, voilà, on va la recalculer comme ça, la moyenne est de 39 ans, et 3 écarts types c'est 47 ans. Donc si on ajoute les deux, on va se retrouver avec 40, on va se retrouver avec 87 ans. Donc vraiment,
Les victimes qui ont plus de 87 ans, c'est exceptionnel, c'est vraiment hors norme, ça ne peut pas arriver. Il y en a en décembre, il y en a. Mais franchement, quand on tombe sur une victime qui a plus de 87 ans, je le rappelle, c'est-à-dire la moyenne plus 3 fois l'écart type, donc 47 ans. Donc si on tombe sur une victime qui a plus de 87 ans, là, les policiers locaux vous diront justement qu'ils n'ont jamais vu ça, quoi, qu'ils en sont atterrés, qu'on leur avait dit qu'il y avait des victimes qui pouvaient avoir plus de 87 ans, mais que la plupart n'en avaient jamais vu de leurs yeux, parce que c'est vraiment extraterrestre, c'est outlier, c'est vraiment au-delà de tout ce qu'on peut observer dans la pratique du quotidien. Alors que la victime de 2 ans, on va dire que c'est très très rare, hein, ça choque toujours autant, c'est toujours aussi surprenant, mais un policier vous dira que, bah, hélas, ça arrive. Ça arrive très rarement, mais là on pourra dire que outlier, 87 ans, ça n'arrive pas. Même rarement, ça n'arrive pas. On est vraiment dans l'exceptionnel. Et c'est ça cette notion ici, que l'on voit là à droite, 3 fois l'écart type. Alors il y a un calcul qui est un peu plus compliqué, c'est le calcul de l'interquartile. L'interquartile, ça permet de calculer les outliers quand on n'est pas vraiment dans une courbe normale qui ressemble à ça. Et on va prendre le troisième quartile, les 75%, moins le premier quartile, ça veut dire la différence, et on va le voir ici, ça c'est la norme. La norme, la valeur des 50% autour de la médiane. Là, on ne va pas utiliser la moyenne comme base, mais on va utiliser la médiane. Et donc, ça veut dire que quand on va avoir des populations qui ne sont pas très bien réparties normalement, il vaut mieux utiliser cette méthode qui s'appuie sur les rangs, sur la médiane, plutôt que sur la moyenne. Donc, on va prendre Q3 moins Q1 pour avoir cette distance-là, cette boîte rouge. Et ça, c'est la norme. Et on va dire que la norme, c'est Q3 plus une fois et demi, donc la base là, Q3, plus une fois et demi cet écart interquartile. Donc on va rajouter cet écart interquartile, et là on va trouver le maximum, et au-delà de ce maximum, les chiffres que l'on va trouver sont anormaux. Donc tout ce qui est au-delà de Q3 plus une fois et demi interquartile, tout ce qui est au-dessus ici est anormal. Donc vous voyez, on a calculé l'interquartile, on l'a multiplié par 1,5 et on l'a ajouté à la borne Q3 ici. Et donc ça a donné une fois et demi interquartile, ça a donné cette barre bleue. Et donc ça nous donne une norme maximum, et cette norme maximum, tout ce qui est au-dessus, il existe des individus qui sont au-dessus, on les considère comme des outliers. Et on va faire le même calcul avant, on va le soustraire à Q1, on va avoir une barre ici, et tout ce qui est en dessous de cette barre, on va considérer que c'est anormal. Donc bon, on peut faire le calcul si vous voulez, ça va être un peu long, mais voilà, on va dire... déjà, on va calculer l'interquartile. Donc c'est quartile, il est là, je l'ai là. Donc c'est quartile 3, donc Q3, donc quartile 2 par exemple, 3, pardon. Quartile 3 moins quartile 1, ça c'est l'interquartile, je le rappelle, Q3 moins Q1, donc la petite boîte rouge que vous voyez ici, Q3 moins Q1, et donc c'est une valeur, disons, d'étendue moyenne. Il y a 22 ans entre le 25e pourcent et le 75e pourcent, il y a une étendue de 22 ans, la boîte rouge a une longueur de 22 ans. Évidemment, on va multiplier ce chiffre, donc on va le mettre là, zut, hop, je ferme. On va multiplier par 1,5, donc là ça me donnait la barre, et on va ajouter ce chiffre à Q3. Plus, alors s'il faut faire plus joli, on va faire ça, c'est Q3, là on reste plus logique, plus l'interquartile. Et par sécurité, parce que des fois la gestion des parenthèses est un peu bizarre chez Google, je mets entre parenthèses ce calcul. Et voilà, 83 ans,
c'est la barre. Tout à l'heure, on avait dit 87 ans avec l'autre méthode. Vous voyez, on est à peu près dans les mêmes chiffres, mais on n'a pas utilisé la même base, parce que la moyenne et la médiane n'étaient pas tout à fait identiques. Donc vous voyez, un certain calcul nous donne 87 ans, l'autre nous donne 83 ans. Les deux sont vrais, hein. Après on n'est pas dans ces appréciations avec une précision à ce point. Les deux sont deux méthodes pour définir ce qui est anormal à un moment donné. Vous allez voir aussi qu'on ne peut pas soustraire Q1 si je le fais avec Q1, hein, si je fais Q1, pardon, Q1 moins l'interquartile, eh ben on trouve un chiffre moins 5 qui est absurde. Ça veut dire qu'en fait, il est assez normal de toucher des enfants jusqu'à 2 ans, qui soient victimes. Pour les policiers, ça doit être rare, c'est quand même dans la norme de leur pratique professionnelle. Par contre, dans l'exemple précédent, des victimes qui ont plus de 83 ans et plus de 96 ans, 7 ans, ça dépend du calcul, hein. Vous pouvez même faire une moyenne des deux, hein. Vous pouvez calculer 83 et 87, et quand vous n'arrivez pas à trancher entre les deux, ben, vous faites la moyenne, il y a 4 points, et donc ça fait 85 ans, quoi. Donc on va tomber d'accord sur le fait qu'une victime au-delà de 85 ans, ça n'arrive jamais. Bah, la plupart du temps, elles sont soit dans des lieux très éloignés, très isolés, soit elles ne sortent plus, soit elles sont même en EHPAD ou dans des bâtiments, et donc les policiers ont peu quand même l'occasion de croiser une victime qui a plus de 85 ans. Ça paraît assez logique. Alors que l'enfant peut être avec ses parents, etc. Bon, on ne va pas rentrer dans ces détails sordides. Donc vous voyez, là j'ai voulu introduire le concept d'outlier, c'est-à-dire d'état exceptionnel en termes de quantité. Là on n'est pas dans très fort, dans très 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 fort, on est vraiment dans anormal. Ça sort vraiment de nos études. Et donc il faut décider une fois pour toutes si on garde ces outliers parce qu'ils peuvent peser et déformer complètement notre observation, ou si au contraire c'est peut-être même l'objet de notre recherche, hein. C'est peut-être l'objet de notre situation, hein. Un type qui s'attaque à des victimes de plus de 96 ans, même parmi les criminels, c'est un mec qui est quand même pas normal dans sa tête, quoi. C'est paradoxal de dire ça, mais même les criminels, on le voit statistiquement, n'attaquent pas des gens qui ont plus de 85 ans, quoi. Donc voilà, c'est normal que ça doit défrayer la chronique à un moment dans la presse, etc. Même les enfants de 2 ans, bien sûr, hein, mais vous avez compris le sens global de l'histoire. Voilà, on en a fini, hein, et on a grosso modo, avec ces petites règles-là, les 20% qui font que des 80% des recodages qu'il faut faire avant de commencer l'analyse. Et par contre, quand on a fini l'ensemble de ces recodages et qu'on a l'ensemble de ces quantités, ben, on va pouvoir se lancer dans l'analyse. Il n'est pas exclu que durant l'analyse, de nouvelles hypothèses arrivent, de nouvelles idées arrivent, et que vous soyez obligé de revenir sur le recodage pour recréer une variable qui doit répondre à des nouvelles questions que l'on a découvertes au fur et à mesure de sa analyse. Le recodage, c'est un phénomène qui peut être continu, parce qu'il y a des va-et-vient. Et il y a un moment, on peut comprendre qu'en fait, on a besoin d'une variable recodée différemment, et on revient sur ces variables. C'est pour ça que la plupart des logiciels d'analyse professionnelle attachent un département entier, un champ entier de leurs outillages au recodage et rendent extrêmement rapides les recodages. Là, c'est fastidieux parce qu'on n'est pas dans un vrai outil de data analyse, mais je voulais vous montrer qu'avec un simple tableur, on peut quand même faire 80% des recodages nécessaires, quoi. Enfin 20%, mais qui sont 80% des usages de recodage. Merci de votre attention. On a fini avec à la fois le nettoyage et le recodage, et on va pouvoir attaquer véritablement les paragraphes d'analyse. À très bientôt.